Merci beaucoup. Donc, je vais essayer d'évoquer avec vous et essayer de répondre à la question qui est indiquée sur cette première diapositive. Est-ce que la thérapie génique est du domaine du mythe ou de la réalité? J'essaie de vous donner une réponse. Je pense qu'il est légitime de se poser cette question pour plusieurs raisons, au moins deux. La première est qu'il y a, et chacun le comprendra facilement et aura certainement pu lire des choses là-dessus, une part de fantasme dans la thérapie génique. La médecine à travers les gènes est un côté qui est d'une certaine façon non scientifique, même s'il y a une part de scientifique. Et puis, il y a une seconde raison de se poser la question, c'est qu'au moins dans les années 80-90, il y a eu un très grand nombre de tentatives stricto sensu de thérapie génique, donc de thérapie par les gènes, principalement aux États-Unis, pas exclusivement, qui avaient assez peu de fondements scientifiques et qui ont amené un rappel assez sévère de Harold Varmus d'une part, de Orkin d'autre part, avec Motulsky, un fameux rapport dans les années 95, de rappeler les personnes qui s'impliquaient dans ces projets à retourner à la paillasse et à faire de la science. Donc je pense qu'il y avait une vraie raison de se poser cette question, et pendant très longtemps, clairement la réponse à cette question était du domaine du mythe, et aujourd'hui, sans doute, peut-on envisager une certaine réalité, c'est ce que je vais évoquer avec vous. Un tout petit peu d'histoire, dans le contexte du développement que vous connaissez très bien de la génétique, la première identification de maladies monogéniques chez l'homme, de les années 60-70, et de la découverte de virus, est apparue l'idée que peut-être on pouvait utiliser ces virus comme chevaux de Troie, pour prendre cette image classique, pour apporter des copies normales de gènes pour corriger les maladies génétiques. Probablement le papier de référence qui a le premier clairement indiqué cette voie est celui qui a été publié dans Science en 1972, donc ça fait maintenant 44 ans, par Ted Friedman et Richard Roblin. Donc c'est dans ce contexte que s'est développée une recherche cherchant à apporter des morceaux d'ADN, des acides nucléiques dans des cellules dans un but thérapeutique, et on peut concevoir de façon un tout petit peu schématique qu'on peut envisager 4 types d'actions thérapeutiques, médicales. Ajouter, c'était la première idée qui reste celle qui a été le plus communément utilisée jusqu'à présent, ajouter une copie normale d'un gène dans des cellules qui ont un gène muté, donc dans le contexte de maladies monogéniques. Inhiber l'expression d'un gène muté, lorsque l'expression de ce gène muté a un effet transdominant négatif, par exemple, ou inhiber l'expression d'un exon qui est muté, dans une situation où l'épissage de cet exon n'a pas trop de conséquences. On peut envisager de réparer directement une mutation, et on peut aussi, dans un cadre plus large d'application, notamment dans le domaine du cancer, je vous en montrerai un exemple, envisager d'ajouter dans des cellules un, entre guillemets, nouveau gène, qui n'est pas forcément une séquence naturelle, qui peut être un gène hybride à partir de différentes composantes, pour procurer à ces cellules une nouvelle fonction évidemment d'intérêt thérapeutique. Je vous en donnerai un exemple tout à l'heure. Je vous rappelle une notion qui est aujourd'hui bien connue. Si vous voulez transporter des acides nucléiques dans des cellules, et que ces acides nucléiques, s'il s'agit d'un gène, soient codants, il faut une séquence promotrice. C'est plus facile à dire parfois qu'à faire. Et puis, surtout, et en plus, il faut un vecteur, donc c'est mon ellipse bleue, donc un système de transport pour permettre à ces acides nucléiques de rentrer dans les cellules. Et l'affaire n'est pas si simple que ça. De façon schématique, il y a 4 points majeurs, 4 hurdles au succès de la thérapie génique. Le premier est que le vecteur, vous voyez, il s'agit souvent de virus, vous le savez certainement déjà, qui sont utilisés, pas strictement exclusivement, mais il faut que ce virus puisse faire pénétrer le contenu de son génome au sein de la cellule cible, puisqu'il soit transporté sans être dégradé, que l'acide nucléique d'intérêt puisse être transporté jusqu'au noyau, qu'il puisse pénétrer dans le noyau, c'est là donc le deuxième point, persister dans le noyau sous une forme fonctionnelle et permettre une transcription dans des conditions physiologiquement satisfaisantes, persistantes, ni trop peu, ni trop. Et enfin, quatrième point, c'est le risque qui est important pour une fraction notable des indications thérapigéniques, c'est une réponse immunitaire dirigée éventuellement contre le produit du transgène thérapeutique et plus souvent contre le vecteur, contre les protéines virales, et cela reste un obstacle assez sérieux à un certain nombre de projets. Dans ce contexte, les avancées les plus significatives, historiquement, ont été d'abord, en termes de vecteurs, ont concerné les rétrovirus. Vous connaissez tous les rétrovirus qui ont des propriétés biologiques qui sont tout à fait intéressantes dans le concept du transfert de gènes, puisque ces rétrovirus sont capables, comme tout virus, de pénétrer dans des cellules, mais permettent, après rétrotranscription, que leur matériel génétique soit intégré au sein du génome de la cellule, ce qui est une propriété évidemment intéressante
dans le contexte d'une application thérapeutique et que les produits soient exprimés. Évidemment, ce ne peut être fait avec des rétrovirus sauvages, mais comme vous le savez certainement, il y a eu au cours des années 80 en particulier des travaux d'un nombre important d'équipes qui ont modifié ces virus pour les rendre incapables de se répliquer et apporter les différents éléments génétiques d'intérêt, c'est-à-dire les gènes de structure du rétrovirus, pour que des particules rétrovirales soient obtenues, soient apportés séparément du gène thérapeutique lui-même, qui est la construction qui est en petit b la deuxième sur cette image, où en violet est une représentation schématique de la cassette thérapeutique, associée à une petite séquence dite d'encapsulation qui est très importante. Et on peut ainsi, ex vivo, fabriquer assez aisément des particules rétrovirales, soit des gamma-rétrovirus qui ont été utilisés en premier, soit aujourd'hui, de façon plus intéressante, des particules rétrovirales dérivées des virus HIV, donc de l'antivirus, qui sont beaucoup plus actifs, les produire assez aisément et permettre donc de transporter au sein de cellules et permettre l'intégration dans le génome de la cellule cible d'un gène thérapeutique avec une stratégie qui est usuellement de thérapie génique ex vivo, où donc les cellules sont prélevées de l'individu, sont modifiées ex vivo et réinjectées au patient. La première application de ces approches, évidemment que je vous décris de façon schématique, concerne le système hématopoïétique pour des raisons que je vais vous indiquer dans un instant et qui sont finalement aujourd'hui rétrospectivement assez évidentes. D'une part parce qu'on a un accès assez aisé aux cellules souches, qu'on peut prélever la moelle osseuse, qu'on peut même faire se mobiliser dans le sang. Et comme vous le savez, les cellules souches du système hématopoïétique sont capables, la vie durant, de donner naissance à tous les éléments figurés du sang, les lymphocytes, les polynucléaires, mais aussi les plaquettes et les globules rouges, et qu'il existe, comme indiqué à droite sur cette diapositive, un très grand nombre de maladies génétiques, assez rares, sauf les toutes dernières en bas à droite, les maladies génétiques de l'hémoglobine, je pense aux thalassémies et à la drépanocytose, mais maladies génétiques monogéniques, avec une hérédité mendélienne, où donc il existe un défaut de telle ou telle de ces lignées cellulaires, et qui provoquent des pathologies graves, donc en théorie, qui pourraient être corrigées en modifiant les cellules souches de ces individus, de telle sorte que les cellules filles portent une copie normale du gène qui est muté chez ces patients. La première application effective est survenue dans le domaine des déficits immunitaires combinés sévères, c'est-à-dire de pathologies, si je reviens en arrière, où le développement des lymphocytes T, en haut sur la diapositive, quelque part ici dans le schéma de différenciation des précurseurs des lymphocytes T, l'anomalie génétique provoque un bloc complet de développement de ces cellules. Ce sont des maladies très rares mais très graves qui provoquent spontanément la mort dans la première année de vie en raison d'infections sévères. Ces maladies sont apparues comme la meilleure cible possible de thérapie génique pour la raison suivante. Vous avez un schéma ici évidemment très simplifié de la différenciation des lymphocytes T, mais qui vous indique simplement que dans le thymus, qui est l'organe de différenciation des lymphocytes T, comme vous le savez, les précurseurs qui ont migré à partir de la moelle osseuse se divisent un très grand nombre de fois, beaucoup plus que ce qui est indiqué sur ce schéma, au minimum 12 à 13 divisions cellulaires avant la génération de la diversité, et encore un grand nombre d'étapes de secondaires de multiplication cellulaire, si bien qu'une seule cellule souche donne naissance à un très grand nombre de lymphocytes T matures, et donc en théorie, la correction d'une cellule souche devrait corriger un très grand nombre de cellules efficientes dans le contexte des réponses immunitaires. Donc ce système est bloqué dans ces maladies, mais on a observé des formes de réversion, par chance, de mutations somatiques qui ont corrigé partiellement cette affaire, montrant sous une forme de thérapie génique entre guillemets naturelle que ce schéma était correct. Il a été estimé, même quantifié de façon assez précise chez la souris. Et le second avantage de cette situation pathologique, et donc avec son corollaire physiologique, c'est que les lymphocytes, une fois développés dans le thymus, ont une durée de vie, en gros, qui est celle de notre durée de vie naturelle, donc certainement plus de 50 ans. Ce qui veut dire qu'une seule étape de correction de cellules souches est susceptible d'avoir un effet bénéfique, durable pour toute la vie. Et on peut prendre l'exemple inverse d'une situation beaucoup plus difficile si on cherche à corriger une maladie des polynucléaires neutrophiles, qui sont aussi produits par la moelle osseuse à partir des mêmes cellules souches, schématiquement. Mais les polynucléaires neutrophiles ont une durée de vie de 2 jours. Donc si vous voulez corriger cette pathologie, il va falloir corriger un très grand nombre de cellules souches. Donc il a été estimé que si une thérapie génique n'était pas susceptible d'efficacité dans cette maladie, elle ne serait dans aucune. Et de fait, c'est ce qui s'est passé, a été testé dans 2 pathologies, qui sont 2 formes différentes de déficience des lymphocytes, l'une s'appelant
en anglais le SCID X1, c'est l'image du milieu où manquent les lymphocytes NK, et à droite le déficit en adénosine désaminase, une enzyme de métabolisme des purines, où il manque tous les lymphocytes. Donc ce sont des pathologies létales où l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques est une thérapeutique consacrée, mais qui a ses propres problèmes, d'où l'intérêt de développer de nouvelles approches comme la thérapie génique. Ceci a été fait à partir de 1999 avec des rétroviraux, apportant donc une copie du cDNA codant soit la chaîne dite gamma-C dans le cas du SCID X1 ou de l'enzyme ADA dans le cas du déficit en adénosine désaminase, en transduisant ex vivo des précurseurs issus de la moelle osseuse des patients, après que ceci ait été fait chez la souris, avec l'objectif d'obtenir, au-delà de la rétrotranscription, l'intégration donc, du gène thérapeutique et ensuite sa transcription, son expression et donc potentiellement la correction de la fonction. De fait, ceci s'est avéré efficace puisque sur des études qui ont été faites à Paris et à Londres, sur un premier groupe de 20 malades, aujourd'hui 17 d'entre eux vivent sans signe du déficit immunitaire. Ils ont des lymphocytes T, comme vous le verrez sur la diapositive suivante, et ceci se maintient au cours du temps avec un recul qui atteint bientôt 18 ans dans quelques mois. Donc une espèce de preuve de principe que cette approche peut fonctionner, et ceci est le nombre de lymphocytes T de ces individus au cours du temps. Les lignes horizontales pointillées indiquent les valeurs minimales et maximales des normes qui montrent que la plupart de ces patients ont un nombre normal de lymphocytes. Cependant, cette approche s'est avérée toxique parce qu'à côté de la correction de la maladie, elles ont aussi provoqué une activation non physiologique d'oncogènes, comme on va le voir dans un instant, qui est survenue chez 6 patients et ont entraîné de façon bien sûr légitime l'arrêt de cette approche, de cette stratégie avec ce type de vecteur. Et l'explication du phénomène qui a suscité beaucoup d'efforts est assez claire, c'est qu'on sait aujourd'hui, enfin on le sait clairement aujourd'hui, que ces vecteurs qui sont représentés ici dans la partie en bas, ça c'est la structure du vecteur schématiquement, mais ce vecteur donc peut s'intégrer au sein de gènes, très fréquemment au sein de gènes, par exemple dans un intron, comme montré sur ce schéma, et que l'enhancer du rétrovirus qui est utilisé pour induire la transcription du gène thérapeutique, peut aussi induire l'activation d'un gène donc du génome cellulaire et éventuellement d'un proto-oncogène. Donc ce qui s'est passé chez les patients victimes de ces cas de leucémie et par l'activation de proto-oncogènes, dont vous voyez le nom ici. Est-ce que ce problème est rédhibitoire et donc qui renverrait la thérapie génique vers le mythe, ou bien est-ce qu'une solution peut être trouvée ? Il est concevable qu'une solution soit trouvée, je vais l'exprimer prudemment, de façon assez simple finalement, c'est en construisant des vecteurs dans lesquels l'élément enhancer est délété et supprimé, et à la place on utilise un promoteur dont on cherche à ce qu'il ait par ailleurs une activité enhancer la plus faible possible pour permettre l'expression du transgène. Donc de tels vecteurs ont été produits, aussi bien avec des gamma-rétrovirus qu'avec des vecteurs lentiviraux, et sont aujourd'hui l'objet d'études cliniques. On les appelle dans le jargon des spécialistes des vecteurs auto-inactivés. Le terme n'est pas très bon, mais tout le monde les appelle ainsi. Et dans le domaine du système hématopoïétique, un certain nombre d'études cliniques ont été menées, dont pour le SCID X1 dont je vous ai déjà parlé, et d'autres maladies dont vous avez les initiales ici, peu importe le détail. Ce qui est intéressant, c'est cette courbe qui est encourageante, puisque vous avez ici une série d'ailleurs qui sous-estime le nombre de malades, de 44 patients traités dans différents centres de par le monde, dans des essais de thérapie génique pour ces maladies, et aucun d'entre eux à ce jour n'a développé de maladie leucémique, avec un recul médian de 4,5 ans et un recul maximal de 10 ans. Donc cela n'assure pas une sécurité parfaite, mais en tous les cas est encourageant et permet d'envisager, certes prudemment, de considérer que nous ne soignons pas tout à fait dans le mythe. Et de fait, dans le domaine des déficits immunitaires héréditaires, un bilan, on ne va pas entrer dans le détail des chiffres, montre que ceci peut être efficace, aussi bien même la première génération de vecteurs donc, qui était à risque de provoquer ce type de leucémie. Vous voyez que pour 2 maladies traitées, 77% des patients, 48 sur 62, ont bénéficié de cette thérapeutique. Et avec la seconde génération de vecteurs, donc dans lequel il n'y a plus d'enhancer viral, presque 92%, parce que 62 sur 67 ont bénéficié d'une thérapie génique, ce qui est évidemment encourageant, même si le recul est plus faible. Donc à partir de là, peut-on songer à ce que la réalité s'étende à d'autres pathologies ? La réponse est en train de devenir positive. Elle a été pour certaines formes de maladies métaboliques, comme l'adrénoleucodystrophie, traitée avec Patrick Aubourg. En Italie, la leucodystrophie métachromatique. Et le grand enjeu actuel, ne serait-ce que par le nombre de malades, mais aussi une certaine difficulté technologique, est d'essayer de corriger les anémies sévères provoquées par des mutations du gène de l'hémoglobine
dans la bêta-thalassémie dans ses formes sévères et la drépanocytose, qui sont des maladies monogéniques relativement fréquentes. La difficulté est qu'il faut restreindre l'expression du transgène, donc c'est-à-dire la copie normale du gène de l'hémoglobine, uniquement à la lignée érythropoïétique. Mais des premiers résultats ont été obtenus, et il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai tiré ce tableau d'un article récent de Nature Biotechnology, il y a, comme vous pouvez le lire, 3 études en cours pour la drépanocytose. La première, pas la première, la deuxième est en cours à Paris sous la responsabilité de Marina Cavazzana. Et dans le domaine des thalassémies, les travaux sont en cours. Il est difficile de tirer des conclusions aujourd'hui, mais avec des résultats qui sont plutôt encourageants. Il faudra évidemment attendre un tout petit peu pour savoir si nous sommes dans la réalité ou encore dans le mythe à propos de ces pathologies, mais vous concevez que l'enjeu est ici assez sérieux. Incidemment, il y a d'autres stratégies qui peuvent être envisagées pour améliorer par transfert de gènes ces pathologies, mais je n'ai pas le temps d'y consacrer. Si on fait un bref historique de ce qui s'est passé dans le domaine du système hématopoïétique au cours du temps, les premiers transferts de gènes in vitro se fait en 1968. Les premiers transferts de gènes chez les souris dans les cellules souches hématopoïétiques, 83-84. Le développement de virus vecteurs dérivés d'HIV, étape très importante. C'est Inder Verma et Naldini qui ont fait cela, c'est 90. Donc ça, c'est vraiment un point clé de l'évolution. Les premiers essais de thérapie génique sans succès, de transfert dans le lymphocyte T, c'est la même année. Dans les mêmes essais sans succès dans les cellules souches, c'est 92. Les premiers succès, c'est 2000. Mais les leucémies, c'est 2002. Et puis le développement pour d'autres maladies, j'ai évoqué l'adrénoleucodystrophie. Patrick Aubourg, 2005, thalassémie, premier résultat chez un malade positif, 2007. Et puis 2010, donc le développement des vecteurs dont j'ai parlé avec une plus grande efficacité de transfert de gènes et élargissement progressif des maladies et la reprise des essais pour les maladies dont j'ai parlé et d'autres. Alors ça, c'est ce qui se passe pour les cellules souches hématopoïétiques. Bien évidemment, la médecine ne s'arrête pas aux cellules souches hématopoïétiques. Un développement très significatif concernant le transfert de gènes dans des cellules en division, comme le sont les cellules souches hématopoïétiques, enfin une fois qu'elles se différencient, concerne les lymphocytes T, donc un des produits de cette hématopoïèse. Et des résultats récents très encourageants ont été obtenus dans le domaine du cancer, en modifiant des lymphocytes T d'individus atteints de cancer, en leur faisant exprimer ce qu'on appelle dans notre jargon un chimeric antigen receptor, donc un récepteur pour l'antigène modifié, de telle manière que l'extrémité vers l'extérieur, donc capable, l'unité de reconnaissance, en fait, est une sous-unité d'anticorps qui peut reconnaître une protéine à la surface d'une cellule tumorale. La première application concerne les tumeurs des lymphocytes B en ciblant une molécule qui s'appelle CD19. Et l'astuce est d'avoir couplé, donc dans ce gène chimérique, l'unité de reconnaissance et des unités de transmission de signaux, de telle manière que lorsque le lymphocyte T, ainsi habité de cette molécule, reconnaît la protéine à la surface de la cellule tumorale, ce lymphocyte T va être activé de façon assez importante, même au point que cela peut provoquer des effets secondaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que cela permet aux lymphocytes T de tuer la cellule tumorale. Donc cette approche est en plein développement, évidemment pour des pathologies tumorales des lymphocytes B, parce que c'est relativement, toute proportion gardée, simple. Donc leucémie aiguë lymphoblastique B, lymphome B dans certaines circonstances. Mais on peut aussi songer, et les premiers essais cliniques commencent, à appliquer cette approche au traitement de maladies auto-immunes, par la même stratégie, l'astuce étant simplement que le chimeric antigen receptor, au lieu de reconnaître une unité de reconnaissance d'une molécule de surface exprimée à la surface d'une cellule tumorale, exprime une protéine qui est un auto-antigène, pourvu que cet auto-antigène ait été identifié. Et donc les lymphocytes B, capables de reconnaître cet auto-antigène par leurs immunoglobulines de surface, vont reconnaître l'auto-antigène, mais de ce fait, donc s'établit un lien entre le lymphocyte T et le lymphocyte B autoréactif, et le lymphocyte T, selon la même procédure que ceux qui sont armés pour tuer les cellules tumorales, sont susceptibles de tuer les cellules auto-immunes. Il n'y a pas encore de résultats acquis en médecine humaine, si je puis dire, dans cette application, mais je pense qu'elle a un avenir probablement assez sérieux et cette approche est élégante et intéressante. Juste pour illustrer le premier point, le traitement de leucémie aiguë, le premier papier qui a été vraiment significatif dans ce domaine est publié par l'équipe de Carl June, qui a été le pionnier de cette approche à Philadelphie aux États-Unis, où en traitant 30 malades, vous voyez avec un recul qui atteint ici 2 ans et depuis il s'est prolongé, 50% de malades qui étaient condamnés à mourir parce qu'ils avaient des leucémies aiguës réfractaires sont en vie, en rémission, même si tout n'est pas parfait, il y a des échecs, il y a des effets secondaires qui sont assez importants. C'est une approche qui est intéressante et encore une fois qui se développe aujourd'hui pour d'autres tumeurs.
Un mot rapide, quelques mots concernant d'autres pathologies avec une stratégie d'application de la thérapie génique distincte, parce qu'on cherche de façon un tout petit peu schématique, ce n'est pas tout rigoureusement exact, à cibler des cellules qui ne sont pas en division. Donc de ce fait, on n'a pas besoin d'obtenir une intégration du gène thérapeutique dans le génome cellulaire pour que ce gène thérapeutique soit répliqué à chaque division. Il suffit simplement, si je puis dire, qu'il persiste au sein des cellules qui ne sont pas en division. Et pour ce faire, on utilise une autre stratégie de vecteur qui est indiquée en bas sur la diapositive, qui est de tirer profit de virus qui s'appellent les virus adéno-associés, adéno-associated viruses, qui ont été développés dans les années 90, qui permettent de transporter à peu près dans n'importe quelle cellule de relativement petits fragments, mais des gènes, et permettent la persistance de ce gène sous forme épisomale au sein des cellules, et donc une production au long terme, pourvu que la cellule soit en vie. Il y a un certain nombre de domaines où ces approches sont en train d'être testées. Je ne vais certainement pas toutes les énumérer et les discuter. Je voudrais juste donner 2 exemples de résultats avérés concernant transfert de gènes dans le foie avec le traitement de l'hémophilie B, donc maladie de la coagulation, et des exemples dans le domaine des maladies génétiques de la rétine avec le transfert de gènes, donc au niveau de la rétine, comme vous allez le voir. Mais sachez qu'il y a de très nombreux travaux en cours à l'échelle expérimentale et clinique, assez prometteurs, je dois dire, concernant des maladies du système nerveux, des maladies de surcharge et des maladies musculaires. Hémophilie B, c'est essentiellement ici le travaux d'une équipe britannique à Londres, Natwani. Vous avez ici sur ces schémas le taux de facteur de la coagulation numéro 9, qui est celui qui est déficient chez ces malades. Au cours du temps, 30 semaines à gauche pour le premier malade, 20 semaines sur le second malade. Et vous voyez qu'il y a une espèce de plateau qui se maintient. Pour le premier malade, ce n'est pas extraordinaire, c'est 4% de la normale. Pour le second, c'est 10%. Mais sachez qu'avec 4% au lieu de 0 de facteur 9 de la coagulation circulant par rapport à la normale, on transforme une hémophilie sévère en une hémophilie mineure où le patient n'a pratiquement plus besoin de recevoir de transfusion de facteur de la coagulation. Et ceci a été fait en utilisant un vecteur AAV8 relativement peu immunogène à l'égard, en tous les cas, pour un certain nombre d'individus, donc qui pallie cette difficulté que j'ai mentionnée au début, qui est celle de l'immunisation, qui a beaucoup freiné le développement de ces approches. Dans une étude publiée, vous savez maintenant presque 2 ans, où il y avait à l'époque 10 patients, il y en a maintenant plus, avec un suivi, comme vous pouvez le dire, de plus de 2 ans et demi. Les patients entre 1 et 6% de facteurs ne sont pas guéris, mais il y a une amélioration très significative qui a permis, comme vous pouvez le lire, que pour 2 sur 3 d'entre eux, on a pu arrêter toute prophylaxie, c'est-à-dire toute injection de facteurs de la coagulation. Ceci est encourageant et conduit à penser, même si c'est un peu plus complexe, que cette même stratégie de thérapie génique in vivo, par injection intraveineuse, qui cible les cellules du foie, permettra aussi de corriger l'hémophilie A. Et un autre grand champ d'application concerne les maladies génétiques de la rétine. Il y en a toute une série qui concerne la couche pigmentaire ou les cellules de la rétine elles-mêmes. José Sahel, qui m'a gentiment donné cette diapositive, est un de ceux en France qui travaillent activement dans ce domaine, notamment dans l'amorose de Leber. La stratégie consiste à injecter en règle sous la rétine, faire un tout petit dégalement de rétine, d'un certain nombre de particules AAV, apportant évidemment une copie du gène muté chez les malades. Dans l'exemple de l'amorose de Leber, c'est la molécule gène RPE65, avec quelques résultats qui ont été obtenus. D'autres essais cliniques sont en cours. Et récemment, j'ai pris cette diapositive pour illustrer le fait que la pionnière dans le domaine aux États-Unis, qui est Jean Bennett, a pour la première fois, après avoir traité un œil, ce qui paraît une démarche assez prudente, traité le second œil de malade atteint de ce type de pathologie génétique, c'est le RPE65, donc l'amorose de Leber, et comme vous pouvez sans doute le lire, avec un recul qui atteint 3 ans, pour, je crois que c'est tous les malades sauf un, ont une vision de nuit de navigation qui est améliorée, sans qu'ils aient une amélioration nette de leur vision et une amélioration des tests de sensibilité à la lumière. Donc, on ne guérit pas des malades aveugles, il faut bien être conscient de cela, mais on améliore la qualité de vie de personnes qui ont des difficultés visuelles sévères. Plusieurs stratégies sont en cours de développement avec, comme vous pouvez le voir sur cette coupe d'un œil, des injections sous la rétine, comme je l'ai déjà dit, mais peut-être aussi dans le corps vitré, qui permet peut-être d'être moins toxique et d'apporter plus de virus. Enfin, toutes sortes d'approches sont en cours. Un dernier mot pour dire, comme vous le savez bien sûr, une alternative potentiellement promettrice de la thérapie génique et non plus d'apporter des copies de gènes ou d'inactiver des gènes à travers des séquences apportées par les vecteurs classiques, mais d'utiliser le système d'ingénierie génomique dont vous allez entendre parler cet après-midi par Emmanuel Charpentier, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous savez que ces systèmes, historiquement, ont débuté avec les enzymes de restriction et un certain nombre de ces enzymes ont donc été modifiés pour les rendre particulièrement efficaces et simples d'emploi
pour modifier le génome. Et en termes d'application clinique, aujourd'hui déjà, ce qu'on appelle les zinc finger nucléases, c'est-à-dire des nucléases couplés à des doigts de zinc pour cibler certaines séquences précises du génome, ont été utilisés. Il y a les systèmes de Talent qui dérivent de plantes et bien sûr le système CRISPR-Cas9 et des systèmes frères ou cousins d'origine bactérienne dont vous en entendrez parler cet après-midi. Schématiquement, on peut, avec ces systèmes, mais il faut toujours des vecteurs, il ne faut pas l'oublier, donc ce point est commun avec la thérapie génique classique, inactiver des gènes parce que si on casse un gène et on n'apporte pas de matrice de recombinaison, on va induire des mutations lors de la réparation. Donc cela peut être utile pour éteindre l'expression d'un gène pathogénique ou d'un exon, ou on peut, plus difficile, réparer un gène ou introduire une copie normale d'un gène en apportant une matrice de recombinaison par la recombinaison homologue, sachant cependant que cela n'est possible que dans des cellules en division, ce qui en limite l'application, et avec la réserve de s'assurer de la spécificité des coupures, ce qui reste une question encore ouverte. Mais ceci schématise à nouveau le même point. À gauche, on coupe et on laisse se réparer avec erreur, donc qui crée une mutation. Ça permet par exemple d'inactiver le gène qui code pour le récepteur de VIH avec l'idée de rendre des cellules lymphocytaires réfractaires à l'infection par le VIH. Ça a déjà été appliqué en clinique avec des succès limités, mais bon, c'est une approche. Ou donc gène correction génique avec une matrice au milieu, ou carrément insertion d'un transgène plus long, mais permettant de placer le gène dans son contexte physiologique, ce qui est évidemment une addition majeure par rapport à la thérapie génique classique. Donc mes conclusions, c'est de dire qu'aujourd'hui, sans doute pouvons dire que dans certaines conditions encore assez restreintes, la thérapie génique est une réalité, avec des preuves de principe apportées dans des situations sélectionnées, comme vous avez pu le voir, et qu'il y a actuellement une extension des indications à d'autres pathologies, parce qu'on a développé des vecteurs plus actifs, capables de corriger un plus grand nombre de cellules, et des vecteurs qui sont moins immunogéniques, je l'ai mentionné en passant. Il reste qu'en tout état de cause, nous avons le devoir et l'intérêt, les deux sont liés, de surveiller ces patients au très long cours et de vérifier les questions de sécurité qui sont évidemment absolument cruciales, quelle que soit la stratégie envisagée, que les développements, cette fois-ci au niveau semi-industriel ou industriel de cellules capables de produire de façon stable les vecteurs est une avancée importante, que ce soit des vecteurs lentiviraux ou des vecteurs AAV. Il est possible que les nucléases modifiées dont vous allez entendre parler par Emmanuel Charpentier soient à l'avenir une approche, en tous les cas concurrente, ça c'est sûr. Jusqu'à quel point on pourra les utiliser en thérapie génique, je pense que l'avenir nous le dira. Les choses ne sont pas absolument simple, il y a des questions encore à résoudre. On peut aussi songer à modifier les cellules, je n'entre pas dans les détails. Et on entre aujourd'hui dans une approche qui implique l'industrie et qui est intéressée évidemment à des systèmes automatisés qui sont en train de se développer. Et il est intéressant de voir, alors qu'il y a eu, après une très longue période où l'industrie s'est totalement désintéressée de la thérapie génique, parce que passé un engouement des années 90, la notion de mythe était dominante. Aujourd'hui, de grands industriels comme GSK ou Novartis investissent de façon assez significative dans la thérapie génique, des industries moyennes comme Biogen ou des petites biotech, Bluebird et bien d'autres, bien d'autres. Donc le sujet est en développement. Les premiers produits approuvés l'ont été. Dans mon domaine, le produit qui vient de GSK via les chercheurs italiens pour le déficit en adénosine désaminase, donc c'est le vecteur qui apporte la copie de ce gène, a été approuvé en Europe. Avec un caveat, et je finirai par ce caveat, c'est le coût. On est typiquement dans une médecine innovante, mais une médecine innovante qui va coûter extrêmement cher avec toutes les questions que nous connaissons sur ce sujet dont on pourrait parler longtemps. Nous savons que ces vecteurs vont coûter, le traitement d'un malade va coûter au minimum plusieurs centaines de milliers d'euros. Et donc il y a là une difficulté sérieuse à laquelle nous serons confrontés dans les années à venir. Donc malheureusement, je ne peux pas ne pas la mentionner parce que c'est tout simplement une réalité qui pourrait éventuellement renvoyer la thérapie génique au mythe si les choses se passaient mal. Juste pour finir, dire que pour les travaux qui nous concernent, une partie de ce que j'ai décrit, notamment dans le domaine des déficits immunitaires, beaucoup de personnes sont impliquées, beaucoup de collaborateurs en France comme le Généton et à l'étranger, mais juste signaler plus particulièrement le nom des deux personnes inscrites ici en bleu, Marina Cavazzana et Salima Hassenbe Abina, qui ont joué un rôle majeur dans toutes nos recherches, qu'elles soient précliniques ou cliniques. Je vous remercie.